Bon les petits amis, on en profite rapidement. Donc là on est sur du colombien pour le coup. On est sur la mutation Sunglow dont on vous a déjà parlé chez le Nicaragua. Donc ça va nous permettre aussi en même temps d'illustrer la différence entre le Sunglow type, en l'occurrence c'est du Sharp, type Sharp mais chez le colombien. Et puis le Sunglow qu'on a pu voir chez Guillaume avec les nicks et les centrales. Voilà, je vais te laisser nous dire un petit peu ce que tu en penses, nous décrire un peu la bête. Tu la découvres aussi en même temps. Et des chiens. Voilà, la description ça va être rapide. Hein. Non mais franchement, c'est vrai qu'on est vraiment sur des animaux excellents. Ce combo, le Sunglow, j'ai envie de dire, c'est le combo roi, hein, albinos et hippo. Parmi tous les combos qui existent, qu'est-ce qu'il est efficace quoi. Il y a d'autres combos qui sont efficaces, on avait vu le Snow par exemple, albinos et ânerie. En retirant le noir, en retirant le rouge, tu obtiens un boa tout blanc, ça s'est avéré efficace dès ses débuts. Mais là, bon, sur du fluo, j'ai envie de dire, on est extrêmement efficace. Le plaisir c'est que c'est du Sharp, donc c'est plus rare que le call, hein. Voilà, il y a deux lignées de témoins qui sont... Après, il y a des polémiques, hein. Certains ne classeront pas le Sharp en témoin, mais en T+, parce que reproduit avec tel T+, ça a donné ceci. Bon, moi, je n'ai pas envie pour l'instant de rentrer dans cette polémique. On pourrait faire un épisode dessus, hein, c'est sans problème. Mais ce que je vais expliquer pour l'instant vite fait, pour moi c'est du témoin et pour la plupart des gens les deux souches sont du témoin. Pourquoi? Parce que c'est visuel, comme je le dis, on n'a pas les tests et l'essentiel c'est quand même de se comprendre quand on se parle. Par témoin on entend un boa totalement amélanite, totalement incapable de produire le moindre début de mélanine. C'est le résultat qui prime hein, dans ce qu'on décrit, dans ce que l'on nomme. Comme on disait quand j'ai présenté les albinos, là pour le coup il a les yeux rouges. Ouais. C'est-à-dire qu'il est à ce point amélanique qu'il est totalement témoin. Voilà. Par là on entend qu'il ne produit pas de tyrosinase dans la chaîne complexe de formation de mélanine, de synthèse de mélanine. Et ne produisant pas cette enzyme, il n'est pas capable de commencer la chaîne de transformation en mélanine. Donc il n'en produit pas du tout. Il a donc les yeux rouges. On voit par rapport au T+, que je vous ai montré, un boa dans l'ensemble beaucoup moins orange. Hein. Mes T+, sont totalement... Merde, désolé. C'est rien, on est tous vivants. Mes T+, sont beaucoup plus orange, de ces oranges-là, quoi, de vraiment orange sur toute la... Mais là, c'est plus subtil. On voit la couleur de fond, j'adore, hein, qui est très jaune, fluo. Sous la simple forme, vous l'avez vu avant, on vient de vous montrer un albinos Sharp tout simple. Cette couleur de fond n'était pas jaune fluo. Comme je l'ai dit, toute la couleur du boa, dans son ensemble, est liée à la mutation hippo qui augmente les oranges. Là, on le voit sur une souche colombienne, comme sur une souche Nicaragua, ça va augmenter les oranges. Là, avec une souche d'albinos différent, on voit que ça augmente vraiment le jaune là, qui devrait être d'un blanc, qui devrait être un petit peu moins jaune, un peu moins fluo hein, sur un Sharp normal. On voit les ocelles, là, regardez bien la forme des ocelles, vous voyez, sur un Sharp normal qui ne serait pas hippo, en fait cette partie très basse là, des triangles inversés qui est noire sur un classique, sur un Sharp, sur un simple albinos elle serait blanche, le noir serait remplacé par du blanc. Sous forme albinos, Sharp, ce simple triangle noir sur un classique se transforme en blanc. Et pourquoi ça ne le fait pas sur un Sunglow, donc un animal qui est à la fois albinos, donc qui transforme ce triangle en blanc? Parce qu'il est hippo encore en plus. Et l'hippo, lui, par contre, a envie de coloriser ce triangle en orange. Et vous voyez la différence d'un Sunglow, d'un simple albinos. Blanc-orange. On voit, sur de simples albinos normaux, quelques inclusions d'orange à l'intérieur. De blanc aussi d'ailleurs, sur les albis. Aussi. On voit une augmentation de l'orange des flancs. Ça c'est typiquement la mutation hippo. Ça faisait la même chose sur mes bêtes. Et ça s'arrête juste au niveau de la dorsale. T'as vu, ce coloris s'arrête au niveau des triangles inversés. Ils ne vont pas plus loin. Ce qui du coup change la couleur, là, qui est juste jaune.
Donc voilà, une augmentation des oranges est très efficace hein, sur du Sharp, ça vous fait une magnifique bête. On va voir au niveau où le bois est le plus coloré, au niveau de la queue. C'est vraiment un petit orange citrouille sympa. On voit, contrairement au T+, que je vous présentais, que le tour des ocelles a complètement perdu son noir. Moi, sur les souches T+, Nicaragua, je vous avais montré ce tour d'ocelles qui présentait des gris, des lavandes, des beiges, des noisettes, des tout ce que tu veux, sauf du noir. Là, on voit quand même que les quelques écailles qu'on arrive à percevoir qui faisaient le tour sont totalement blanches. C'est ce que fait l'albinisme complet, j'ai envie de dire, les deux formes d'albinisme témoin, qui empêchent toute production de mélanine, tout début de quoi que ce soit. Tous les noirs, toutes les zones noires sont remplacées en blanche, comme un négatif photo, mais tous les noirs remplacés en blanc. Et quand on rajoute l'hypo, certaines zones de noir sont remplacées par de l'orange très intense, tel que celui-ci. Et on obtient un bestiau abusivement orange. J'aime beaucoup la tête. Il y a différentes zones de jaune et d'orange. La tête est magnifique. Mais dans l'ensemble, vous voyez, un individu mais 100 fois plus pastel que ce que l'on fait avec les souches T+. Hein. C'est là, il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est vraiment, est-ce que Sunglow Sharp, Sunglow T+, Nic, c'est vraiment pas du tout pour les mêmes goûts. Hein. On peut aimer les deux en même temps aussi, hein, mais c'est vrai qu'il faut, il faut se décider, c'est complètement différent. Voilà, puis là ouais, on est sur du colombien, donc là après en termes de gabarit, c'est sûr qu'adulte ce sera pas la même chose. Il faut aussi toujours se décider sur la taille, enfin j'ai envie de dire, la question est simple, hein, c'est est-ce qu'on veut finir au lapin et à la poule ou au rat? Donc voilà les petits amis, pour le Sunglow, donc Sharp en l'occurrence. On voit déjà une belle... Colombien. Ouais, elle commence à éclater un peu. De beaux muscles de la tête externe, ouais. comme on le disait, les souches naines et les colombiens n'ont pas du tout la même morphologie de la tête. Hein, c'est pas, ils n'avaleront pas les mêmes proies au final et c'est pas du tout les mêmes largeurs de tête et les mêmes formations musculaires et osseuses de la tête. Hein. Ah là c'est particulièrement musclé quand même, tu le vois hein, tout de suite. Hein. Ouais, surtout quand tu l'as devant les yeux, ouais. Tu le vois dire. Ouais. Donc voilà les petits amis, c'était le Sunglow colombien. Le Sharp. Ouais. Allez, viens, la couille. Bon, bah là, on a quitté le nain. Ça se ressent, un tantinet. Ça s'épaissit, ça devient du lourd. Rien que la queue, rien que la taille de la queue, je sais pas si tu te rappelles les tailles de queue des Corn Island. Et là, la taille de queue que ça représente, la largeur du truc. On est sur du hippo, on est sur du salmon, et on est entouré. On voit la surcolorisation encore hein, de la souche, de tous les hippos, hein, cette augmentation des oranges. Hein. Bon là cette souche elle a été sélectionnée, hein, tu m'as dit. Ça c'est vrai, c'est une sélection de Red Salmon bien particulière. Voilà. Donc, mais tous les hippos apporteront une augmentation... surtout là à l'âge adulte, on le voit adulte donc c'est facile à voir. C'est-à-dire que cette augmentation que j'appelle de carotène des oranges, elle est assez subtile sur les bébés. Tu reconnais plus un hippo bébé au fait que ça soit hypomélanique sur certains endroits, on l'a vu, notamment sur des endroits bien précis, la queue, voilà, des fois sur le damier ventral et tout. Mais à la naissance, les hippos ne vont pas présenter cette... tu vas voir un début, si tu as l'œil, tu vas voir en très très pastel un début de colorisation que tu pourrais croire pareil à un classique. Et en fait, il s'avère que plus tu fais vieillir la bête, et plus ça s'intensifie. Et là, à un moment, c'est vrai que des coloris comme ça, tu ne les trouves que sur des souches d'animaux hippos. Hein. Voilà. Donc là, on est sur un mâle, donc on n'est même pas sur une femelle, hein, sur les plus gros spécimens que vont présenter l'espèce. Donc là, forcément, on ressent une forte influence colombienne sur la bête. Et la Colombie, oui, parce que ce qu'il faut rapidement, une petite parenthèse, expliquer sur cela, c'est que, donc tu l'as souligné, ce sont des hippos mais souches salmon. Tout à fait. Donc dans le salmon, en fait... Alors la souche salmon, elle a été développée par Rich Hill, salmon
salmonboa.com, j'imagine. Elle a été développée à partir de bêtes originaires à la base du Panama. C'était un docteur, le docteur, je ne sais jamais son nom, Harding ou Hardley, un truc comme ça, qui avait ramené un spécimen d'où il était en vacances, du Panama, et qui l'a croisé avec ce qu'il avait de disponible sur place. On imagine un Colombien. À l'époque, c'est vrai que dans les années 70, quand le boa a commencé aux États-Unis, les gens ne faisaient pas... il n'y avait pas de livre de sortie, ils ne faisaient pas la différence entre les différentes localités, les différentes sous-espèces. Un boa était un boa. À la limite, ils essayaient de les reproduire entre boas qui se ressemblent. Et puis surtout, on le reproduisait avec ce qu'on avait. Et ce qu'on avait, c'était du colombien en majorité, quoi. Donc le premier hippo qui a été trouvé par le docteur donc, a été reproduit avec probablement du colombien. Ça se voit au résultat. Hein. Je vois bien les premiers spécimens. Le premier cross, on le mettra là. Ça, c'est les premiers spécimens qui sont apparus. Ils étaient vendus sous le nom de Orange Tail. Suite aux portées du docteur, les descendants de ces Orange Tail se diviseront après en deux lignées, on va dire, en deux lignées de sang différentes. Donc à la base, les mêmes animaux, hein, ceux du docteur Hardy. Et ça deviendra, chez l'éleveur Jeff G, ça deviendra le Jeff G hippo, c'est-à-dire cette souche à la base qu'on imagine du Panama, d'hippo du Panama, croisé, lui il refera avec pas mal de Panama, donc il gardera la lignée panaméenne, et Rich Riley en fera du salmon, c'est-à-dire en les croisant avec des Colombiens. Il trouvera dans le phénotype colombien de quoi faire ressortir des couleurs roses, et c'est pour ça qu'il l'appelle la souche salmon. Salmon veut dire saumon. Par là, il entend les belles couleurs saumon qu'arborent les saumons mâles à adultes quand ils fraient, quand ils remontent les torrents. Là, vous voyez bien, ils sont dévorés de rose intense. C'est cette couleur-là. Et cette couleur se trouve là aussi sur les flancs, sur le boa constrictor, sur ces boas. Et je pense que c'est pour ça qu'il les a appelés les salmons, les boas saumons. Donc les deux souches à la base découlent des mêmes animaux. Et ça va nous produire dans les années après 90% des hippos qui sont actuellement en captivité. Les souches d'hippos Nicaragua et les différentes souches d'hippos d'Amérique centrale sont relativement récentes actuellement. Donc là on est sur du salmon, donc croisé colombien comme je le disais. Par rapport à mes bêtes, moi je vous ai présenté des nicks authentiques, 100% Nicaragua. Vous vous rappelez, là, en fait un mâle de nick ça fait ça quoi, par rapport aux proportionnalités. Ça fait un petit bout de ça quoi. Là on sent bien l'influence du colombien. Ah bah ça a du gabarit, là ça commence un peu à parler. Voilà, ça commence à causer, et on n'est que sur un mâle. Voilà. On voit des différences forcément de la taille générale, et puis après, là ça se voit pas trop encore sur ce mâle, des différences, je l'avais dit, de structure osseuse de la tête, les nains. Il a pas une super grosse tête celui-là. Comme souvent les mâles, c'est vraiment les femelles qui portent les grosses têtes. Après, quelque chose que j'avais oublié de préciser, souvent les nains présenteront, les souches naines, présenteront une taille d'yeux beaucoup plus petite en proportionnalité du reste du crâne par rapport aux colombiens. Souvent, on voit des spécimens d'Amérique centrale, on a l'impression qu'ils ont deux billes énormes en fait à la place des yeux. C'est souvent sur les mâles que ça se voit le plus, que c'est le plus abusé. Donc là, voilà, on voit la surcolorisation. C'est vrai que ce genre de spécimen, sous forme sunglow, si on rajoute l'albinos, vu la colorisation de base, ça commence à piquer. Ça peut devenir intéressant, totalement. Et puis moi, ce que j'apprécie là, c'est de voir un petit peu, voilà, nain, non nain. Celui-là, il l'est pas. Il a quel âge ce spécimen ? Il doit être à 9-10 ans, je pense. Entre 8 et 10 ans, je pense. D'accord, donc on a déjà plus un aperçu de ce que devient. Parce que 10 ans, c'est bien, je l'ai toujours dit, voilà. 10 ans, ça commence à devenir bien pour regarder un spécimen, pour voir quelle est sa taille réelle. Comme je le dis, les gens comparent souvent des animaux trop tôt qui n'ont pas atteint. On croit tous que ça a fini sa croissance à 3 ans. C'est vrai qu'il y a une très très forte croissance, mais tout dépend comment vous les nourrissez. Sur les 3-4 premières années, moi je constate une baisse de la croissance après, mais une continuité. Et donc finalement, sur le temps, au final, quand tu arrives à 10 ans, ça représente quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dû reproduire ma nick hippo de Berry
peut-être à 2,2 kg la première année. Elle devait avoir 4 ans, je l'ai fait pousser très très lentement. Je l'ai renourri l'année d'après, je lui ai donné 6 repas conséquents. Moi je mets des beaux repas, mais pas forcément, voilà, 6 fois dans l'année, vous voyez, ça fait pas beaucoup. L'année d'après, elle faisait 3,2 kg. Je l'ai reproduit ou pas. L'année d'après, elle était à un état de reproductif de 4, 5, 6 kg. Elle continue de... Et tout en ne produisant pas le moindre gras, c'est-à-dire que j'ai toujours la même morphologie de boa. C'est juste qu'elle a grandi, elle a continué réellement de prendre des centimètres. C'est comme ça que tu vois de manière conséquente, mais bien plus que ce que les rumeurs peuvent dire. Ça continue de grandir. Ouais, bien sûr. Mais presque tout au long de sa vie, hein, de toute façon. Oui, oui. Après, je ne sais pas si les boas qui ont été bourrinés très tôt gardent cette capacité à grandir toute leur vie. Finalement, les gens, pour obtenir des grands boas, les bourrinent très fortement en bas âge. Moi, j'ai comme l'intuition que ça leur casse la possibilité de grandir tout au long de leur vie. Je compare ça à un élastique. Si tu prends un élastique et que tu l'étires d'un coup, tu le prends, tu le pètes là, on va dire. Si tu prends l'élastique, tu le fous dans un étau, tu le laisses se détendre, tu retires un peu le lendemain, tu retires un peu, tu arriveras à l'étirer 3 fois plus haut, tu vois. Et ben je pense que c'est la même chose avec les croissances des boas. Je pense aussi que les gens, en les nourrissant très très fortement sur les premiers 18 mois, cassent peut-être cette... De toute façon, tu casses déjà l'espérance de vie, ça a été prouvé, c'est certain. Donc de toute façon, tu verras jamais s'il aurait poussé jusqu'à 10 ans, parce que les premiers rapports d'éleveurs américains, justement, nous disent sur des femelles qu'ils avaient poussé à reproduire à 18 mois, une espérance de vie qui est en dessous de 7 ans. Hein, sur une espèce qui normalement va jusqu'à 25 hein, potentiellement, ou plus. Donc on a vraiment des vrais problèmes des espérances de vie hein, carrément, quand on bourrine au début. Hein. Carrément. Puis il n'y a pas que ça, hein, ça peut déclencher plein d'autres problèmes derrière. Enfin bon. À la longue, on a vu des autopsies sur des boas qui étaient trop nourris. C'est pas toujours évident de voir si son boa est trop nourri. Effectivement, les autopsies relèvent les cas comme partout dans l'obésité, c'est-à-dire des foies gras, comme sur une noix qui t'aurait gavé des problèmes évidents. Voilà, donc un très beau salmon. Donc là, vous verrez pas la... Un bon morsif. Vous verrez pas la femelle, tout simplement parce que la femelle est potentiellement gravide, on n'a aucune certitude encore, donc on la laisse tranquille. Alors c'est pas avec lui hein, qu'elle a été accouplée cette année, mais bon ça vous le verrez si on a du résultat. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu la souche de salmon qu'on a nous à l'élevage, vous montrer qu'effectivement ça pouvait être un peu autre chose en termes de taille, en termes de gabarit. Que c'est pas pour autant que ça en devient un animal forcément plus dangereux, hein, vous le voyez. En plus lui est un petit peu nerveux, je sais pas si vous l'entendrez, mais il soufflote un petit peu. Soufflote, ça c'est vraiment l'énervement du léger. De tout le temps, mais pour autant il reste très très calme. Donc voilà ce que aussi potentiellement ça peut donner. Oui mon loulou, on va te reposer. Ça peut donner du boa en sachant que forcément c'est pas le plus gros, hein. Il y en a des bien plus grands et des bien plus gros que ça. Même dans l'impérator. Même s'il n'est pas pur colombien, c'est je trouve un beau spécimen pour s'imaginer la taille d'un colombien. Hein. C'est un mâle, sachant que les femelles arriveront à être 2 fois plus larges, 2 fois et demi même. Ouais, carrément. Donc ce n'est qu'un mâle. Voilà, c'est à vous un peu aussi de vous renseigner sur les localités et ce que vous pouvez accepter. C'est important quand même de penser à la taille future du boa adulte quand vous l'achetez petit. Pour tout ce que ça implique, tant pour l'habitat de l'animal que pour son nourrissage, c'est que pour son chauffage, comme on le disait, c'est tout un budget aussi à prendre en compte. Donc voilà pour le salmon cette fois-ci. Yo, salut tout le monde! On se retrouve dans la suite de l'épisode sur les colombiens. On est venu chez Meji pour pouvoir vous montrer un petit peu d'autres mutations et d'autres phénotypes. On n'en a pas encore des masses, mais on va pouvoir au moins vous présenter un colombien type classique avec quand même un phénotype un petit peu aberrant. Donc ça, Meji et Guillaume vous l'expliqueront. Et puis par contre, on aura un beau couple d'albinos. Donc c'est du sharp, hein? Oui, c'est ça. Donc un beau couple d'albinos sharp. Donc comme ça, vous pourrez voir, vu qu'on vous a montré tout à l'heure la Sunglow, vous pourrez voir de quelle mutation descendent les Sunglow. Donc voilà les petits copains, je pense qu'on va y aller. Moi je vais repasser comme d'hab derrière l'appareil et puis je laisse les 2 autres pour vous présenter tout ça. Allez, c'est parti! Bon, on va commencer par un petit classique. Mehdi va nous montrer son fameux doigté, réputé partout dans tout l'univers, sur son toucher de sortie de bois.
Nice. Donc là, on a du colombien. Quand tu dis colombien, tu as les origines de cet animal? Non, pas du tout. Non, c'est... voilà, bon, le truc c'est que le colombien a été le premier boa à être importé. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était une volonté du pays, c'est-à-dire que tous les pays, au-delà des quotas de CITES et tout, il y a des pays qui ont toujours refusé d'exporter par exemple leur faune sauvage et d'autres qui l'ont facilement accepté. C'est un fait que les bois de Colombie, la Colombie a jamais été vraiment rapace avec ils en ont rien à foutre quoi. Les mecs ils importent, c'est par milliers, hein, j'ai vu des chiffres. Je crois que c'est dans le bouquin d'Herman Stockel que tu vois des chiffres d'export CITES par année de Colombie, de Nicaragua. Dans son bouquin qui doit s'appeler True Boa Constructor, un truc comme ça. Et je me rappelle de tête, hein, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense sur l'ENIC, j'ai vu des imports, des chiffres comme des 3000 je crois par an. La Colombie, je pense, a atteint des chiffres bien supérieurs, des 5000, c'est ce genre de chiffres dont on parle. Donc forcément, les pionniers qui ont commencé dans les fin des années 70 se sont retrouvés, c'était des Américains évidemment, puisqu'il est beaucoup plus facile pour un Américain d'importer, les imports sont beaucoup plus rapides chez eux. C'est comme nous, on est plus proche de l'Afrique, on a eu beaucoup plus d'imports de réfugiés par exemple, tu vois, parce que eux, les éleveurs américains, c'est eux qui ont débuté le boa, forcément, vu la proximité qu'ils ont avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et donc ces premiers imports étaient blindés de Colombiens. On avait... ce qui est marrant, c'est que les premiers imports, c'était pas du tout des mecs qui étaient dans le reptile. Ce genre d'import, c'était des lascars souvent qui faisaient de l'oiseau. À cette époque-là, dans les années 70, il y avait beaucoup de perroquets. Et je sais pas si toi, t'es peut-être un peu jeune, mais c'est vrai que moi, quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu un boa dans une animalerie, j'étais halluciné. Tu vois, tu te demandais ce que ça foutait là. C'était extrêmement exotique. Maintenant, on les reproduit même en France. Mais ouais, c'était notre époque. Et donc, souvent, ces imports de Colombie venaient de lascars qui faisaient pas du tout de boa, qui venaient prendre du perroquet dans la... Et après, c'était donc ces gars qu'il fallait contacter pour avoir des imports. Donc les suivis de souche étaient très limites, vu que le gars il était spécialisé dans le perroquet, tu te doutes bien que votre boa vous l'avez eu où et en fait il y avait des ports d'export connus pour les animaux sauvages comme Barranquilla, et il y a des souches qui ont pris ces noms de zones d'extraction qui sont en fait des ports où on peut charger les marchandises, soit par bateau, soit par avion, soit par... Mais des fois en fait forcément, vu que si vous capturiez la bête à 2000 km de Barranquilla, la bête était peut-être exportée par Barranquilla, du coup les gens se disaient c'est du Barranquilla, c'est du... Alors que ça n'avait rien à voir. Alors que ça n'a peut-être rien à voir exactement. Et une fois arrivé en captivité, c'est vrai que ces boas ont été beaucoup croisés. Les gens essayaient de le faire à l'œil en fait, ils n'avaient pas notion des localités comme on a maintenant. Et quand ils voyaient deux boas qui se ressemblaient un peu, et les gens peuvent se tromper dans la ressemblance sur les boas, voilà, et bon du coup c'est vrai que les premières souches comme ça de pionniers, quand on dit que c'est du colombien, ce n'est pas du colombien pur, on a inventé un terme pour ça, on dit du type colombien, pour dire la plupart de ces ancêtres venaient de Colombie, ils ont pu être croisés à un moment ou à un autre avec une autre localité, puis recroisés avec la Colombie, vu que c'était pratiquement avec ça, voilà, mais dont on ne connaît pas avec certitude en tout cas les ancêtres, et dont on ne peut pas assurer qu'il s'agit vraiment, que tous les ancêtres dans la lignée venaient de Colombiens. Donc, voilà. Bon, on reconnaît quand même des traits de Colombien, forcément, là il est très, très typé, type colombien. La morphologie déjà. Oui. C'est sûr. Moi, le premier truc qui me choque, même avant la morphologie, c'est cette couleur très crème qu'on n'a pas présentée sur les boas d'avant, surtout pas sur les Nicaragua qui étaient beaucoup plus foncés, qui étaient beaucoup plus marron. Regardez, on va le faire en live, c'est un petit peu... prends ce Nicaragua qui est... voilà, regardez la couleur de fond d'un Nicaragua. Celle-là est gestante et en mue, donc elle est forcément... le côté foncé est abusé par la mue, d'une part, et par la gestation, où les boas adoptent une robe plus noire afin de mieux capter la chaleur. Mais voyez bien que cette bête d'entrée de jeu est extrêmement plus claire. On est sur des beiges, des crèmes. Voilà, déjà c'est évident que les Colombiens vont être une souche beaucoup plus claire. C'est la souche la plus claire de boa. On rappelle que la Colombie, c'est vraiment le bassin amazonien, donc
c'est le paradis pour les boas. Ah ouais, Là, il fait carrément, chaud tout le bien temps, sûr. il fait chaud le jour, il fait Il y a chaud la beaucoup de nuit, froid. c'est humide, il y a de la bouffe à foison. Voilà quoi. Ça donne des bêtes de bonne taille. Tu as la chaleur, tu as la présence de proie, etc. C'est probablement aussi cette zone qui est la plus chaude de l'aire de répartition de boa constrictor qui lui vaut cette couleur très claire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'effort à faire de thermorégulation. Thermoréguler, carrément. Exactement. Bien Je sûr. pense qu'honnêtement, ils n'ont même probablement pas besoin de s'insoler. Ouais. Du tout. C'est-à-dire que La souvent, température ambiante est tellement, Ouais, voilà, je tellement pense élevée. qu'ils se suffisent de la température ambiante. Beaucoup de gens croient que les boas ne vont pas au soleil, c'est totalement faux, évidemment qu'ils vont au soleil. Moi, si vous regardez ce que je fais du Nicaragua, il n'y a pas de... Il y a, mais c'est pas de là qu'on les exporte. Moi, j'ai étudié un petit peu le biotope, en fait, c'est des forêts sèches. Ouais, Les bien sûr. forêts sèches Bien sûr. au Nicaragua, c'est pas la forêt tropicale, c'est pas comme en Colombie où là, c'est vraiment la jungle, tu vois. Ouais. Donc en fait, et souvent ils vont chasser dans les zones cultivées, les zones de maïs. Moi les potes qui m'ont envoyé des photos de bois du Nicaragua, ils avaient été trouvés dans des champs, dans des zones Ouais, du coup très exposé forcément. très exposées, exactement, Ouais, où le donc, boa est derrière. forcément au soleil. Et il va chasser, forcément si tu mets un champ de maïs, ça attire les rats. Et oui. Et donc qui dit, tu vois, donc il vient peut-être d'un semblant de jungle, qui est même pas une jungle, qui est donc vraiment une forêt sèche. Ce qui est différent, c'est vraiment, tu as l'impression de voir 3-4 eucalyptus, un buisson, tu vois, c'est ce type de biotope, ça fait savane plus que jungle, il faut comprendre ça. Sans arrêt. Voilà. Ceux-là peuvent potentiellement vivre dans la jungle. C'est vrai qu'à la latitude où ils sont, où il fait tellement chaud, je pense qu'un boa à 32 degrés constant, ce qu'il aura dans la jungle, il va être content, il va même pas avoir besoin de grimper en haut de la canopée pour prendre le soleil le matin pour se réchauffer plus vite. Ou, à mon avis, il a la fraîche tout le temps. Ouais. C'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas de mélanine. Je rappelle que la mélanine permet de se protéger des rayons nocifs du soleil, les rayons UV, les ultraviolets qui te détruisent les molécules en fait. Les ultraviolets pénètrent la peau et détruisent les molécules, c'est ça qui crée le cancer. Et afin de lutter contre ce rayonnement nocif, le corps émet la mélanine. On le fait l'été, on bronze, c'est pour se protéger des ultraviolets. Ouais, carrément. La Voilà. peau fonce. Donc il est normal que des boas qui peut-être restent au fin fond de la forêt ou de toute façon n'ont pas vraiment de besoin de s'insoler, qu'ils soient clairs. Moi c'est comme ça que j'explique le côté très clair des Colombiens. Après c'est peut-être une de mes théories farfelues, j'admets, j'en ai plusieurs. Voilà, moi je pense que c'est le côté... C'est vrai quand tu regardes si on va soit au sud soit au nord de la zone de répartition et que ça commence à cailler, tu finis par tomber sur l'occidentalis au sud, qui est très foncé, parce qu'il fait plus froid. Si tu t'éloignes de l'équateur, que tu ailles vers n'importe quel pôle, il n'y a pas que quand tu vas vers le nord qu'il fait plus froid, vers le sud aussi. Et ben les boas se mettent à être plus foncés, donc je pense que la théorie tient quand même à peu près debout. Donc voilà, un colombien classique. Un colombien, on va noter des ocelles pas connectés. Vous vous rappelez, le Nicaragua, ça connectait, les ocelles se touchaient. Ça fait comme un pattern de nick. En gros, c'est deux losanges qui se regardent, l'un collé à l'autre. Sauf que sur un nick, ça sera plus allongé, ce losange, là il partirait par là, celui-là partirait par là, et les deux finiraient par se toucher, et ce qui fermerait voilà. La connexion. Exactement. Donc peut-être là, préciser qu'il est aussi aberrant, qu'il n'est pas... Pour l'instant, je montre des ocelles normales, t'as vu. Les ocelles aberrantes, évidemment, vont être celles qui font des splushs. Ouais. On va appeler ça des splushs. Comme ça. Par exemple, là, le devant, là, il y en a 4 qui se sont connectés en forme typique de splush. Ça rappelle les patterns qu'on va trouver sur des mutations existantes telles que le magma, que le jungle. J'en vois pas d'autres qui font ce genre de trucs. Voilà. T'as des super hippos des fois qui présentent des aberrances de patterns. Super Sanglo aussi parfois aussi. Oui, l'hippo induit aussi des aberrances de patterns. Mais avec un stripe central et des trucs sur le côté, comme ça fait très jungle. Oui. Voilà. Mais sinon, là on a un colombien classique sur ces ocelles-là, tout à fait normal. Là, ça reste un colombien classique. On a un petit stripe sur la queue, des ocelles qui se sont connectées. Bon, rien de bien méchant. Là, on a vraiment... en anglais, les Colombiens, donc les gars appellent ça des red tail boa. C'est leur nom vernaculaire, un nom un petit peu abusé. C'est vrai qu'ils ont souvent beaucoup de rouge dans la queue, donc les mecs les appellent des boas à queue rouge. Ils les différencient des vrais boas à queue rouge, des true red tail boa, qui pour eux est boa constrictor. Donc ça, c'est de l'impérator quand même. Donc ça, c'est des faux...
pas vrai Des boa que faux rouge. red tie, ouais. Voilà. Bon, celui-là, il est plutôt orange. C'est vrai qu'on va trouver des spécimens colombiens avec la queue extrêmement rouge. Hein. Ça Beaucoup peut plus être. rouge que ça, ouais. Et ce qui est typique des colombiens, c'est ce mouchetis de noir aussi que tu vois sur le côté, qui rappelle un peu les constricteurs, mais le mouchetis a un rendu différent sur un constricteur au final. Mais c'est assez typique. Hein. On l'a dit, on le redit, très peu d'ocelles sur un colombien. C'est normal du fait qu'elle soit plus écartée que sur un Nick. Vous pouvez en placer moins au centimètre carré. Va forcément, c'est logique qu'un Nicaragua est dans les 30 ocelles vu qu'elles sont. Et là, il en a dans les 20, 18, 20 généralement les Colombiens. Ça va de 18 à 24 ocelles, je dirais. Comme elles sont plus éloignées, il peut en placer moins. Ça paraît logique. Hein. Voilà. Des beaux petits losanges. Vous pouvez aussi considérer quand vous cherchez une localité, c'est vrai que tu as des localités qui en proposent, tu vois, auraient des très larges, d'autres ça ne fait pas très losange, c'est très étiré vers le haut, ça tu vois. Ils ont toutes ça aussi, c'est particulier à chaque souche, hein, ils ont tous leur truc. Voilà. Bon, bien regardez là vraiment là, la tête vraiment très pâle hein, de Colombien, hein, c'est... Qu'est-ce que tu fais le mongol là? Voilà, une tête, regarde le nez, le rostre et tout, c'est très pâle. Hein. Il n'y a pas que, attention par contre, c'est une sélection aussi de l'homme et c'est naturel, hein. Comme je l'ai expliqué, les Colombiens sont très pâles, pas tous les Colombiens sont très pâles. Ouais. J'en ai vu des assez typés et je les adore, franchement ils sont très beaux ces Colombiens. Je pense que ça devait être chez Rio Bravo Reptile, hein, comme toujours, chez Auguste Renfro. Ouais. Ils présentaient et puis la Colombie c'est énorme, c'est énorme. On en revient à dire, et ce qu'on disait déjà avec le Nicaragua, alors rendez-vous compte, on le disait déjà sur le Nicaragua qui est ridicule par rapport à la Colombie. C'est ridicule la Colombie. C'est qu'au sein d'une même localité, encore une fois, il existe un nombre multiple de phénotypes, et du coup... C'est pour ça, c'est ce que je précise là, on présente le phénotype qui est le plus connu, qu'on a en terrario, les imports qu'on a reproduits. Et c'est ce tout petit import qui vient de ce tout petit point sur la planète. Mais on n'est pas allé visiter la forêt là. Ça se trouve, voilà. Quelques souches de... Ne pensez pas que tous les Colombiens doivent ressembler à ça. Sinon, c'est pas un Colombien. Je pense à des spécimens très foncés, très noirs. Tu vois, le tien n'arrive pas à développer des noirs au final dans l'ocelle. C'est du brun très foncé, du brun marron très foncé. On est d'accord. On est d'accord. Ceux auxquels je pensais étaient vraiment noirs de chez noir dans l'ocelle. Mais ceci dit, très clair par contre. Tu vois, ça faisait un gros contraste clair. Noir. Et le flanc. Et le fond, la couleur de fond. Bon, bah, un petit Colombien, on voit c'est placide, hein, c'est connu pour sa placidité, hein, le Colombien, c'est normal. Parce que c'est des souches qui sont captives depuis plus de 20 ans. On est sur la 6e, la 7e, la 20e génération reproduite en captivité. La bête devient cool. Ah bah oui, carrément, bien sûr. Une très belle bête, hein. J'aime bien la couleur de fond. Vraiment très jaune. Très jolie. Tu la penses gestante, c'est ça? Ah oui, carrément. D'accord. Ouais. J'ai pas vu d'ovulation, j'ai pas vu de mue ou quoi que ce soit, donc je peux pas vraiment savoir à quel moment du... Donc c'est un spécimen qui a quel âge? Donc là on est sur un spécimen albinos, vous avez reconnu tout de suite forcément. Albinos Sharp, c'est ça? C'est un Sharp. Donc on rappelle, il y a deux souches de deux éleveurs, Brian Sharp. Deux souches chez le Colombien en T négatif. Témoin, précise-le. Oui, c'est sujet à discussion aussi. Certains vont te dire que le Sharp est un T+. Oui, non mais... Globalement, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours sur le Colombien, qu'ils interprètent donc pas c'est du Colombien. C'est ça. Pareil, du Colombien, quand vous êtes sur du Sharp et du Cole, ne pensez pas que c'est des boas de localité vraie. Ce ne sont plus des boas de localité vraie. Il est connu, par exemple, que certains éleveurs, pour augmenter, comme je disais, le red tail boa que c'est à la base, c'est avec le Colombien à la queue très rouge. Il y a par exemple, il y a eu des crosses avec du Suriname, avec, je crois qu'elle veut se percher. Elle veut être en sécurité en fait. Tu vois là, elle est en panique, elle cherche, voilà. Il faut et en fait, t'as des bois, t'as vu comme ça, tu peux pas les prendre à deux. Carrément. Parce que t'arrives pas à bien faire. C'est clair. T'arrives pas à imiter un arbre à deux. Elle est con quand même. Et donc, donc ça a été croisé par exemple avec du Suriname. Dès qu'ils voyaient un boa rouge, ils essayaient d'augmenter le rouge. Ce qui est normal parce que là on est dans le morph une fois que vous avez ce spécimen. Voilà, ensuite, ça y est, c'est donc il y a eu Brian Sharp, on appelle du Sharp, c'est en fait du nom de Brian Sharp. Et le Cole, c'est Peter Cole. Peter Cole, tout à fait. Voilà. Les pionniers.
de la souche des souches albinos. C'est quand même beau le Sharp, hein, je continue de... Donc vous vous rappelez le Colombien qu'on vient de voir, il avait les ocelles en marron foncé, et ça c'est les petits triangles inversés des flancs, qu'on vous a déjà expliqué 1000 fois, et qui sont donc noirs, tu peux pas être plus noir que ça, c'est vraiment sur le boa, ça à la limite ça sera peut-être plus ou moins marron, mais ça c'est noir de jet, complètement noir. Regardez sur un albinos qu'on considère témoin, c'est-à-dire à la tyronase négative, qui ne produit pas de tyrosinase, ce qui est un des précurseurs pour former de la mélanine. Vous voyez que en fait les zones qui étaient noires sur le colombien classique, voilà. Voilà, on a un négatif, on a un négatif, comme une photo en négatif, pour les gens assez vieux, pour avoir connu les développements photo. Hein. Donc les noirs sont devenus blancs. Ouais. Tu vois que le marron, une fois que tu as retiré toute mélanine, les marrons apparaissent en orange, et les légers beiges, qui est donc du marron en un peu plus... tu vois en fait, tu vois les mêmes nuances de couleur. Tu vois les mêmes nuances, mais pas sous le même ton de couleur. Voilà, débarrassé du noir, et en fait tu te rends compte qu'il se passe la même chose. Sur les couleurs, il se passe donc la même chose. Ouais. On est d'accord que ça, c'était plus foncé que ça. Donc en fait, sur les couleurs, c'est exactement la même chose, juste sous un autre spectre. Par contre, sur les noirs... Sur ce qui n'est pas de la couleur, sur les noirs, c'est vrai que ça inverse, ça retourne carrément le processus. Ça devient totalement blanc. Voilà, donc ça c'est logique, hein, ça c'était plus clair que ça, c'est toujours plus. Par contre, ça c'était plus foncé, c'est toujours plus foncé que ça. Par contre, ça c'était plus foncé que ça, ah bah c'est plus clair vu que c'est blanc, c'est carrément. En fait, il y a que les noirs qui bug quoi, voilà. Donc c'est là qu'on se rend compte, en fait, sous forme albinos, on se rend compte à quel point les bêtes sont jaunes hein, sous ces couches de mélanine. Hein. Ah ouais, c'est vrai que les gens s'imaginaient pas, je pense avant de voir le premier albinos, ils n'imaginaient pas que c'est totalement jaune. Hein. D'ailleurs, la plupart des gens qui ne connaissent pas le milieu, qui ne s'y intéressent pas forcément, la première fois qu'ils tombent sur des boas ou des pitons ou peu importe, sous forme albinos, n'y croient pas. Ils se disent que ce n'est pas de l'albinos puisque c'est jaune. Il y en a beaucoup qui sont persuadés sans le savoir. Ils veulent quoi, hein, le cystique? Voilà, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Blanc avec les yeux rouges, quoi. Tout à fait. Comme une souris albinos ou comme... Allez, viens prendre un petit plan de la tête. Donc là, on a forcément des petits yeux rouges. J'aime beaucoup la subtilité du mélange des oranges et du jaune là, sur la tête. Là. J'adore les têtes d'albinos, je trouve ça mortel. Elle est toute jolie. On va prendre le mâle. On peut peut-être faire un petit plan sur la queue rapidement. Celle-là est un peu stressée, et si elle est gestante, je préfère pas trop l'emmerder. C'est-à-dire pas trop attarder, juste montrer, expliquer un petit peu le phénotype. Donc là, ce qu'on avait en inclusion sur le classique, hein, qui était très orange, on le retrouve, tu as vu, c'est effacé au milieu. Il y a comme un stripe qui efface. Pourquoi il y a ce stripe? Parce que souvent les boas sur la queue, moi je le vois beaucoup sur mes hippos, ont tout un trait noir, tu vois, qui passe comme ça. Ça se voit beaucoup sur les hippos. Exactement, bah de nouveau c'est effacé, quoi. C'est voilà. Super. On voit bien les losanges des flancs là, tu vois, regarde. Tu sais, il y a des losanges des flancs là, sur la queue là. Très blanc, et regarde, en retirant le noir, t'as plus qu'un trait jaune qui dessine le losange, t'as vu? Ouais. Une belle bête. Moi oula, ça n'avance que moi, mais c'est vrai que je préfère le Sharp au col souvent. Ouais. Je trouve ça. Après, avec sélection, vous pouvez tout obtenir de très beau. Vous pouvez obtenir des calls mortels, il n'y a aucun problème. Des Sharp très moches, quoi. De base, j'avoue que je préfère le Sharp. Le Sharp, ouais. Mais pas assez pour en prendre. Ok, donc on a repris un Sharp, on a pris un mâle. Avec peut-être un peu plus de contraste, regarde la queue et les oranges vont être un petit peu plus développés. Quand ils étaient bébés, c'était déjà dans les oranges, ces tons-là? Ou ça jaunit avec l'âge? Celui-là, il a toujours été ils ont jamais, mais ils ont jamais été rouges. Non, la couleur n'a jamais été. D'accord, ok. Voilà. Il est plus marqué, hein, regarde, hein. Regarde justement les traits que je te disais de jaune sur les losanges. T'as vu, beaucoup plus marqué sur de l'albinos en Régus par exemple, on appellera ça un high contrast par rapport à. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup plus contrasté le jaune. Ouais, il est plus intense. Hein. Ce boa est plus intense. Plus large. Et plus clean. C'est ça. Dans le pattern. Là, il fait vraiment penser au Sharp. Sur les flancs, quoi.
Là, c'est Sharpie. Que, Puis regarde l'intensité du jaune sur les ocelles, là. Ah ouais, carrément. Au-dessus, là. C'est T'as vu limite fluo quoi. C'est vraiment... c'est très intense, hein. Et plus on va vers la queue, et plus le jaune devient intense et fluo quoi. Et les flancs sont beaucoup plus Donc colorés. voilà, ces boas-là représentent les types colombiens, comme ça, là. Donc les premiers imports et leurs descendants, plus ou moins croisés, sont vraiment des boas... c'est le boa de terrariophilie, quoi. Ouais, carrément. Je sais pas, en pourcentage, ça doit représenter 95% Des des bois boas qu'on qui trouve en existent. captivité. Ouais. Voilà, c'est Ouais. les types colombiens, c'est ce qu'il y a de plus. C'est vrai qu'il y a eu des modes dernièrement au boa de localité vraie, par exemple. Tout ça, c'est très récent. Et il y a très peu de gens qui en ont. Et, Qui s'attardent là-dessus quoi déjà. et en fait, ça représente pas... Non, mais c'est marrant parce que quand tu regardes sur Internet, tu n'entends parler que de boa de localité. Donc dans le buzz, tu as l'impression que c'est ça la terrario. Ouais. Il faut être sérieux. Tu t'arrives des fois sur des forums, ah ouais, mais c'est crossé, gna gna. Et excuse-moi, t'as quoi chez toi, gars? Et tu regardes, ah ouais, putain, ah ouais, c'est crossé, quoi. Donc, voilà, qu'il faut pas oublier que moi, je vais pas aller contre. Hein. Je défends les boas de localité vraies. Ouais. J'ai suffisamment reproduit de Nicaragua pour montrer. Pure localité, Mais ouais, après, il faut aussi arrêter de se faire des films et remettre les choses dans leur contexte. La plupart des boas, 99% des boas, sont pas des boas de localité vraie. Ouais, bien sûr, et ce sont de très bons boas. L'essentiel, c'est que tu kiffes ton boa C'est et ça, que carrément, tu bien aies sûr. quelque chose que tu trouves joli. Voilà. Après, si tu es amoureux de choses authentiques, mais faut pas prendre un boa de localité vraie parce que c'est la mode, quoi. Faut C'est ça. vraiment l'apprécier, quoi. C'est tout, quoi. C'est aussi ça que je veux dire, peut-être, hein. Tout simplement. Du coup, forcément, ces boas de terrariophilie, hein, ces boas qui n'existent que en captivité, bon, maintenant sont très bien reproduits. Et forcément, le colombien comme ça, type, je dirais, à beauté égale, c'est ce qui coûtera le moins cher. Hein. Quand vous irez en bourse, forcément, une vieille mutation comme ça, par exemple ce type d'albinisme, il a plus de 20 ans, Ouais. Il coûtera beaucoup moins cher qu'une souche VPI par exemple, qui vient Qui qui date de 5 ans, tu vois ce que je veux dire. Mais comme mon Nick albinos c'était plus, hein, moi je crois les premiers Nick albinos, forcément, je fais du Nick quand je les ai vus sortir, les albinos, Ouais. c'était 3000 boules hein, Ouais. au départ. Pendant que vous trouvez du Sharp à 50 balles sur une Carrément, table âme maintenant. bien sûr. Donc, Et qu'ils trouvent pas, enfin, et que certains trouvent encore cher. Ouais. oui, après il n'y a plus de limite non plus. Hein. Les gens après ils veulent que tu leur donnes le terra, la bouffe pour 2 ans, ton slip et puis les clés de ta bagnole si c'est possible, tu vois, pour 100 balles. Donc il y a un moment, faut aussi. Et puis il n'y a pas d'intérêt, hein. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils s'enterrent tout seuls, il n'y a pas d'intérêt. À un moment, à cette course, au prix le plus bas, vous en payez les conséquences. C'est-à-dire que c'est pour ça que tous vos boas sont vendus avec des mythes. C'est pour ça que la Stargazer ravage les élevages. C'est pour ça que votre boa claque dans les 3 semaines qui suivent. À chercher le prix le plus bas aussi, il est stress, hein. Ouais, vraiment. Il est stress, Ouais, hein, pour un c'est ce que je il, dis. Ouais. il vient de faire un triple salto arrière, le truc là. Ouais, mais dès que Ivry. la vibration du bois, du verre et tout, ça le fait super flipper. Il est très très flippé. Très bien. Qu'est-ce que tu as Tout comme ça. à nous montrer en colombien? Bah, je crois qu'en colombien, Ouais, c'est tout. C'est bon, ouais, on a terminé sur le colombien. J'ai plus rien d'autre. Ah bah très beau spécimen, c'est marrant. Ils sont tellement beaux les Sharp en albinos, c'est tellement coloré. Bon, il manque du orange pour croire que c'est un sunglow, tu vois Ouais, ce que je veux dire. Mais quasi, ils arrivent des fois presque au niveau d'un sunglow. Vraiment une très belle bête. Regarde comment le pattern est bien formé. Ces ocelles sont plus grosses que sur la femelle en proportion, Ouais. j'ai l'impression. Ouais, tu ouais. vois, tu te rappelles le plus premier élargi. colombien classique qu'on avait vu, il avait des toutes petites ocelles, et là, il est plus marqué. Hein. On retrouve toujours ces grands écarts entre les ocelles qui fait que ça fait un grand ovale. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? ouais, L'ovale est très très long, très... allongé. Ouais. Ça fait un truc oblong comme ça, et très allongé, c'est... Et toutes sont pareilles. C'est Elles sont typique, très, très quoi. dans la longueur. Son marquage est parfait, hein, c'est-à-dire que lui il ne montre pas trop de traces de crossing, c'est-à-dire que quand tu crosses des localités différentes, il y a plusieurs informations génétiques qui veulent faire un dessin différent. C'est ça. Et du coup, Et en général, ça c'est fout la merde, déstructuré, en exactement, général. parce que Ouais. il y a une ocelle qui veut faire du Costa Rica, l'autre qui veut faire du colombien, Ça et l'autre qui veut faire du bolivien à Marali, tu vois, enfin, c'est le truc qu'il comprend plus. Et là, en fait, c'est vrai que, tu C'est vois... assez régulier. Ouais, c'est assez... Ouais. c'est- Ouais. Sur celui-ci, Il n'y a pas particulièrement. de traces évidentes de crossing, quoi. Ouais. Bon, là, voilà. On va ranger la bête, il est où? Il est en Ouais, bas. ouais.
Et ben voilà les amis, c'était pour les Colombiens. Bah Mehdi, merci à toi de nous avoir accueillis, merci de nous avoir permis de pouvoir venir filmer un peu les petites bébêtes. Quant à nous, on vous dit à un prochain épisode sur la chaîne. Maintenant vous connaissez la chanson, donc n'hésitez pas, un petit like, un partage, un petit share, ça fait toujours plaisir. Allez, peace les gars, ciao. Ciao. À bientôt.